신기에 대해서 말씀하신 것 같습니다. 하도는 신기였어. 예, 그중 가장 첫 번째 주목해야 할 게 신기고요. 신기가 있으니까 저희가 신을 만날 수 있겠죠. 접신을 하게 되고요. 그러니까 우리가 신김이라고 하는 그런 레벨에 도달할 수 있고, 거기서 더 나아가서 이런 내용을 가지고 이렇게 일상적으로 사는 사람들에게 판타지를 주고, 또 판타지에 도달해서 병을 치유하는 그런 것까지 될 수 있고, 그렇게 말씀드렸습니다. Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast qui explore le cinéma par les chemins de traverse. Dans cet épisode, je reçois Célia, chroniqueuse sur Culture au Point et éditrice de cinémacoréen.fr, média grâce auquel elle promeut le cinéma coréen dans tout son éclectisme, du patrimoine au contemporain, du blockbuster au film d'auteur pointu, de la fiction au documentaire. Célia est également la directrice du Festival des Sortilèges, un événement féministe et inclusif ayant pour vocation d'aborder les représentations des figures féminines stigmatisées et ostracisées. La 3e édition du festival se tiendra les 19 et 20 juin à l'espace Saint-Michel à Paris, avec cette année un focus sur le cinéma mexicain et son cortège de déités et de sorcières puissantes, séductrices et vengeresses. Mais avant de vous laisser envoûter par la Llorona ou la Vierge de la Tuffière, nous vous proposons de faire escale en Corée du Sud puis au Japon afin d'y découvrir 3 films éminemment bizarroïdes et incontournables dans la cinéphilie de Célia. 이거는 가느다라도 살을 파고들고 굉장히 아픈데 괜찮아? 다른 거로 바꿀까? 아니. 그래. 맞다가 울거나 소리 지는 건 괜찮은데 만일에 궁뎅이를 내리거나 손이 올라가면은 죽을 때까지 맞는다. 안 울 거야. 알았지? 엉덩이도 안 내릴 거고 걱정하지 말고 때려. 조금 앞으로. 그래. 간다. Bonsoir Célia. Bonsoir. Alors, dans cet épisode, on va d'une certaine façon compléter, on va prolonger les thématiques qu'on avait déjà explorées avec Petra von Schatz dans l'épisode qui a été diffusé en mars dernier, des thématiques autour de la sexualité, des représentations de la sexualité au cinéma. On va même aller un peu plus loin dans le trash, dans le dérangeant avec toi. Sauf que cette fois-ci, on va être du point de vue d'artistes asiatiques, sud-coréens et japonais, là où on était resté aux États-Unis et en Europe avec Petra von Schatz. Tu veux peut-être nous expliquer pourquoi tu as choisi ces 3 films très chargés en matière de sexualité? Alors tout d'abord, merci pour cette invitation. Ça me permet justement de mettre en lumière des œuvres fétiches qui m'accompagnent depuis 20 ans dans ma collection DVD, dans mon petit enfer personnel. Ce sont des œuvres déjà asiatiques qui vont au-delà du fétichisme qu'on a sur l'Asie, je trouve. Et puis c'est surtout que moi, travaillant beaucoup sur les représentations du sexe et de la sexualité à l'écran via mon propre festival, par exemple, c'est de montrer en fait d'autres sexualités et surtout des sexualités positives, solaires, enjouées, complètement barrées, délurées. Et comme là, nous avons en fait des problématiques très concrètes sociales liées à des recrudescences de IST parmi la Gen Z, ce genre de choses. C'est parce que tout simplement, par exemple, on montre plus de scènes de sexe dans les films de 2020, qu'avec la coordination d'intimité, c'est extrêmement compliqué maintenant de pouvoir filmer du sexe réaliste ou du sexe qui fasse envie. Et puis c'est surtout que on voit plus le port du préservatif, par exemple, ce genre de choses très 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 pratiques au cinéma, si bien qu'il arrive des phénomènes là ces derniers temps, moi qui me préoccupe, qui suis très vigilante sur les problématiques de santé publique. Et pour moi, ça fait partie de ça. C'est que l'imaginaire, les représentations fiction ou documentaire du sexe et des sexualités sont extrêmement importantes pour moi. Bien que je travaille sur les violences sexistes et sexuelles faites auprès des femmes ou des femmes trans, c'est de pouvoir montrer que le sexe, c'est pas que ça peut être heureux, ça peut être joyeux, ça peut être consenti et en pleine conscience. Et donc, chaque fois que je veux parler de sexualité, je recommande les 3 œuvres dont on va parler dans le podcast ce soir, parce que ça montre une forme de sexualité un petit peu hédoniste et qui montre qu'on cherche ensemble, qu'on a envie d'expérimenter ensemble et que ça peut, en général ou en majorité,
majorité, dans le cas des séquences de ces 3 films, ça peut faire du bien. On peut se faire du bien en pleine conscience et consentement et que le sexe, c'est pas forcément, quelque chose de juste, du porno efficace ou, de la bluette, mal mise en scène. C'est juste du jeu et j'ai envie qu'on voit du jeu, du plaisir à l'écran. Donc j'avais envie de recommander ces, 3 films et puis c'est surtout vous, auditeurs et auditrices de Bizarroïd. C'est moi, quand on me demande des films bizarroïdes, c'est en général les 3 films dont je parle et donc j'espère que vous n'aurez ni froid aux yeux, ni aux oreilles parce qu'on va vraiment parler de sexe et de façon crue. Ouais. Et d'ailleurs, on va commencer par un film coréen. On va déroger à la règle d'ordinaire dans Bizarroïd où on traite les films par ordre chronologique. Là, on va commencer notre voyage vers la sexualité, vers l'Asie, en Corée du Sud. Et ensuite, on rejoindra le Japon pour les 2 autres films. Donc, on va commencer avec Fantasme de Jang Sun-woo, sorti en 1999. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de Fantasme? Alors Fantasme, c'est le récit initiatique, d'une, jeune femme qui est très, très curieuse et obsédée par un homme qu'elle ne connaît pas. À l'époque, il faut bien se remettre, dans le contexte, il n'y avait pas de visio, ce genre de choses. C'était le début de la téléphonie mobile et c'est ce pourquoi le titre Fantasme est aussi, très, pertinent puisque le titre international est Lies, c'est-à-dire mensonge. C'est de, montrer que déjà il y a une partie de fantasme sur, des gens qui ne se voient pas et après toute la mise en place de futurs fantasmes, de jeux à faire ensemble. Donc c'est vraiment aussi un road movie parce qu'on est obligé de se déplacer. Pareil, les personnes n'habitent pas dans les mêmes endroits géographiques. Donc c'est un road movie sexuel, sentimental autour donc de cette jeune fille et de cet homme mûr qui a 2 fois son âge et de voir tout simplement l'évolution de cette relation, qui, je trouve, peut être, très amusante des fois et de temps en temps un peu dramatique puisque, ça montre aussi un peu les carences, de chacun des personnages. Donc c'est vraiment un film, assez étonnant parce que, il y a des séquences, jouées, même si elles sont, simulées, c'est que les corps sont très, très engagés et c'est pour ça que Ouais. je le recommande et que je voudrais que les personnes le découvrent et donc je le recommande aussi parce qu'il y a une édition vidéo de la version restaurée qui vient de sortir chez Carlotta. Donc c'est vraiment l'occasion. Ma seule frustration, c'est que, il n'a pas été reprojeté au cinéma, en tout cas en Île-de-France pour l'instant. Il a bénéficié d'une projection à Nantes il y a quelques semaines et je n'y étais pas. Et donc, je suis très frustrée de ne pas l'avoir revu sur grand écran puisque je ne l'ai pas revu depuis sa sortie en salle en France. C'était Backfilm de mémoire à l'époque il avait sorti. Donc, vraiment grand film pour moi, très déroutant, très étonnant. On va approfondir ensemble pourquoi. Alors, avant qu'on parle plus précisément du film et des différentes séquences érotiques, sadomasochistes qu'il y a dans le film, faut parler un peu du contexte du film parce que c'est l'adaptation d'un livre à scandale de Jang Joon-il qui était sorti en 1996. J'espère pas avoir déformé le nom de l'auteur. Et ça lui a même valu de la prison. Ce livre, il a été interdit et ça lui a même valu quelques mois de prison à cet auteur. Alors, je sais pas si tu as des informations sur comment a réussi à se monter ce film parce que donc partir d'un livre qui a été interdit 3 ans plus tôt, c'est vraiment un matériau radioactif, je pense quand même. À l'époque, ça devait être vraiment très compliqué de vendre ça à des producteurs. Est-ce que tu sais un petit peu comment le réalisateur a réussi quand même à monter ce film? Alors, j'avais pas du tout creusé en fait à l'époque parce que, même jusqu'à maintenant 2026, j'ai toujours pas lu en fait le livre dont il est adapté. Mais en fait, c'est du goût du réalisateur, hein. C'est quelqu'un qui aime bien aller chercher des choses qui, sont dans la réalité et de toute façon, ça avait tellement défrayé la chronique, ça ne pouvait pas passer de toute façon hors du radar, de Chang. Mais c'est vrai que là, j'avoue en totale transparence que je ne connais pas le contexte de production et c'est pour ça que je voulais avoir accès à l'édition vidéo parce que je voudrais savoir si dans le bonus vidéo justement, il est indiqué, l'envers du décor, de, ce contexte de production parce que c'est quelque chose qui a été un tel phénomène médiatique, par rapport à cet auteur que, de toute façon, il était un petit peu attendu que quelqu'un se saisisse en fait, de ce qu'on pourrait même appeler un espèce de fait divers parce que
quelque part, dans la mentalité coréenne, la littérature est extrêmement importante, donc les auteurs sont un peu révérés et la Corée adapte énormément au cinéma ses œuvres littéraires. Donc c'est quelque chose aussi de très naturel, donc qui une adaptation n'est pas du tout, en fait, quelque chose d'étrange. Donc doublé de ce parfum de scandale, je pense que ça a titillé la curiosité du réalisateur. Mais moi, je sais que j'ai voulu prendre l'œuvre telle quelle, comme un espèce d'essai un peu expérimental sur la sexualité, sans me brouiller de trop d'informations, parce que je trouve que c'est un film qui va dans l'immédiateté et je veux garder en fait cette immédiateté à chaque fois que je le visionne. Vous pourrez le découvrir si vous visionnez le film, que l'introduction du film démarre un peu comme ça. C'est un aspect très documentaire, c'est voilà, tout de suite on dit justement que l'auteur a été emprisonné pour ça, qu'il a choqué les mœurs, et que c'est pas bien et qu'il faut en faire quelque chose. Donc on a l'impression de voir cette petite caméra portée qui filme le personnage principal, l'homme mûr, et de se dire allez, on y va, on va faire quelque chose autour de ça. Donc déjà la première séquence elle est un peu perturbante parce qu'on se dit on n'est pas dans le régime de la fiction. Du coup on a l'impression que c'est une scène de making of, une conversation entre le réalisateur et l'acteur. Et l'acteur principal En fait, qui ça parle face embraye. caméra, ouais. Voilà, ça embraye comme ça. Pour moi, c'est la meilleure introduction, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'informations, tout de suite, de toute façon, ça vous donne le ton, c'est de se dire il y a une envie de faire quelque chose de ce scandale et de rentrer dans l'histoire amoureuse et sexuelle de ces deux personnages. On sent que ce sont quand même aussi des acteurs, donc, et pas des pornos, et que il y a aussi une timidité, il y a une façon de s'approcher physiquement et que Chang a réussi à bien saisir aussi qu'est-ce qui fait le premier contact, qu'est-ce qui fait que le désir devient vraiment après quelque chose de tactile, charnel. Et pour moi, c'est une mise en scène très haptique, c'est-à-dire que la caméra arrive à vraiment faire saisir les sensations, l'envie de toucher, les peaux, et je trouve ça assez magnifique. Ouais, et puis le côté making of, work in progress qu'on a au tout début du film avec le témoignage des deux acteurs principaux, donc la femme et l'homme du couple. Après, on se dégage de ça, c'est juste effectivement comme tu dis pour présenter le projet artistique, et ensuite on est sur une forme plus clairement de fiction, avec quand même le lien avec le matériau d'origine qui est un matériau littéraire, parce qu'on a la voix off du narrateur qui est le personnage masculin qui revient fréquemment, qui se pose sur les scènes, qui fait la jonction entre les différents rendez-vous et qui exprime à la fois ses émotions et puis qui comble les trous dans la narration, dans quelle phase de sa vie il était entre deux rendez-vous, voilà. Donc là, on retrouve quand même un lien avec la forme littéraire. Oui, donc c'est une relation assez étrange quand même entre ces deux personnages, parce que elle est finalement assez directe. Le premier rendez-vous est un peu maladroit, effectivement. Alors c'est la première fois qu'ils se voient pour de vrai après avoir une relation épistolaire. Ils savent pas vraiment comment s'apprivoiser, on va dire, dans les premières minutes. Et puis après, on tombe tout de suite dans quelque chose de très très charnel et qui va assez vite dériver vers des pratiques sadomasochistes, des pratiques surtout de flagellation. C'est surtout ça qui revient dans le film. Ils ont un fétiche autour de ça, chercher des bâtons, chercher des verges, chercher plutôt des objets naturels. Ils vont pas chercher, contrairement à un autre décorum qu'on verra plus tard dans les autres films qu'on a choisis. Leur but est pas effectivement de fétichiser, je dirais, des objets de sex shop en plastique, en cuir et autres. Ils ont une pratique un petit peu, je dirais, naturelle de ces choses-là, en essayant de trouver des objets, naturels, biologiques, organiques. C'est assez étrange. Donc, on est sur du sadomasochisme, mais décorrélé du décorum qu'on a d'habitude, comme si c'était des pulsions absolument naturelles, instinctives presque, qu'elles n'appartenaient pas à quelque chose de sophistiqué, à une culture à replacer dans un monde civilisé. C'est comme si c'était deux êtres qui se rencontraient un peu au milieu de nulle part, hors de leur vie, hors de leur contexte social, et que la réalité des corps, une fois nus, elle exprimait ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pour rebondir à ce que tu as dit précédemment et en lien avec l'œuvre, parce que tu parlais de trous, de comment on comble ces interstices, c'est aussi de façon aussi figurée que très 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 réelle l'histoire des trous, mais c'est que le film est chapitré. Oui. Il est chapitré avec des petits titres qui présagent de ce qu'on va découvrir. Donc, ça commence par un chapitre qui s'appelle Trous. Et ce que je trouve étonnant, c'est que, on parle de bouche, on parle de coït vaginal, puis anal, etc. Donc, tous les orifices y passent. C'est juste que si on est extrêmement pratique, ce qui est mon cas, vu que je fais aussi des ateliers de sensibilisation aux IST, c'est que dans le chapitrage du film, il manque un trou qui n'a pas été tout à fait nommé. Et c'est ce par quoi commence la relation, c'est-à-dire un baiser. Et donc, c'est vrai qu'il faut aussi peut-être comprendre, et c'est peut-être l'un des fantasmes les plus répandus dans le modèle
hétéro-cis, homme masculin, c'est que la figure de la jeune fille est toujours très prégnante et que là, l'idée, c'est quand même de se mettre à hauteur d'une jeune fille qui va découvrir, qui en demande, qui a envie, qui le dit. Et moi, c'est ça aussi que je trouve très beau, c'est que c'est une jeune fille qui dit: mais moi, j'ai envie de découvrir, je veux y aller, je veux tester, je veux essayer avec cet homme que je ne connais pas. Et que cet homme qui a 40 ans va essayer de l'accompagner. Donc, c'est ce pourquoi toi, tu as ressenti ça aussi, cette fraîcheur. C'est que on va pas aller brutalement tout de suite dans quelque chose de soit trop violent ou trop tabou. C'est qu'on va accompagner sa découverte et que je trouve que toute la dramaturgie du film, au niveau du récit de leur relation, ça va effectivement crescendo. On commence par quelque chose d'un peu chaste, jusqu'à effectivement, c'est ça aussi qui est beau à essayer de transmettre au cinéma, c'est la magie des peaux qui se touchent. Il se passe quelque chose. Donc c'est vrai que si on n'a pas ressenti ça, on a peut-être un peu du mal à le ressentir ou le comprendre, mais là, c'est tout le travail de Jang, c'est de montrer qu'au fur et à mesure que ces ébats et ces étreintes vont faire qu'ils vont de plus en plus fusionner, se permettre des choses. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette progression, c'est qu'ils se parlent quand même. Il y a quand même du dialogue. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu veux plus? Donc, il y a ça qui est primordial dans une relation SM, in extenso BDSM, c'est que la communication est super importante. Et pour moi, c'est peut-être même un manuel un peu pédagogique pour les personnes qui aimeraient s'initier et qui savent pas par où commencer. C'est que la base, et pour même toute relation amoureuse et ou sexuelle, c'est de communiquer. Que même ça parle beaucoup trop puisque ça suscite la jalousie d'une troisième personne qui s'appelle Uli. Et en coréen, c'est-à-dire nous. Donc en fait, c'est cette jeune fille qui avait suscité le désir de la protagoniste qui se retrouve à l'écart. C'est même plus un triangle amoureux. Elle aurait dû sortir avec cet homme. Puis en fait, c'est cette copine qui va y aller au rendez-vous. Et ce nous, en fait, est complètement externalisé et c'est plus que eux deux. Et toute la mise en scène est de savoir comment mettre en scène ce deux. Le format 16/9 est du coup très pertinent parce que comme la plupart du temps, ils sont allongés à l'horizontale. Donc les corps prennent l'intégralité du cadre, filmé très près, une caméra extrêmement mobile et que on suit toute la progression des gestes, des ébats qui sont d'abord des baisers, des caresses, puis qui deviennent des coups. Mais pareil, toujours avec ce dialogue très présent, savoir comment se ressent la personne, si elle a envie d'aller plus loin. Et puis, quand bien même c'est du sexe, c'est aussi, on va dire, avec des petites séquences un peu humoristiques. Donc, on parlait d'accessoires tout à l'heure, mais il y a une scène que je trouve très drôle, c'est qu'il y a un effet comique parce qu'à un moment donné, il ouvre une mallette métallique, mais en fait qui est extrêmement grande, hein, quand on pourrait se dire il aurait pu cacher un cadavre dedans, et que cet effet fait que ça dédramatise parce que on voit que Y, la jeune femme, est étonnée de voir cette grande mallette et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette grande mallette, et que les accessoires, oui, ce sont des petites baguettes, etc., et qu'elle est un petit peu fascinée par ça. Et ce qui est beau dans la progression du film, c'est qu'elle vient aussi en contrôle de sa sexualité, de la sexualité du couple, du duo, et qu'elle va être en demande de prendre le pouvoir et de tester elle aussi ce qu'elle est capable de faire, de ne pas être juste une soumise qui découvre, qui est dans son récit d'apprentissage et ses expériences, mais elle va aussi découvrir de ce qu'est être maîtresse du plaisir de l'autre. Et je trouve que c'est aussi chouette de montrer ça, que quelqu'un ose le faire, même si c'est très cru, même si c'est scandaleux, puisque on rappelait le livre d'origine a été censuré pour outrage à la pudeur. C'est de le montrer visuellement sans que ce soit un porno juste efficace où en fait le moindre détail moi me fait déconnecter de la scène, ou parce que le mec il est en chaussettes et puis voilà, ça marche pas. Là on s'en fiche si G a ses chaussettes, on est vraiment dans l'alchimie amoureuse. Puis pareil, toute rencontre au début c'est la fusion, on a envie de faire plein de choses, on est un peu foufou, donc c'est capter ces moments de fusion affective, sentimentale, sexuelle, et puis il y a aussi du fluide, comme ça s'embrasse beaucoup, ça se lèche beaucoup, c'est montrer peut-être des choses qu'on montre pas d'habitude au cinéma, tout simplement, que on peut être attiré par une odeur, et il y a beaucoup de dimensions olfactives dans le film. Alors encore heureux, le cinéma n'est pas encore en odorama permanent parce que pour moi ce serait extrêmement gênant, mais le cinéma de Jang essaie de retransmettre ce que peut le livre dans ses descriptions, c'est de sans doute pouvoir montrer ce que peut être aussi le sexe, la dimension de on aborde des tabous qui peut être un petit peu dégoûtant, donc bouchez-vous les oreilles si vous n'êtes pas prêts, mais on va parler de copro par exemple, Ouais. on va parler
de pratiques un petit peu extrêmes pour, on va dire, des gens qui ont une sexualité dite vanille, c'est-à-dire un peu classique, qui sont pas du tout versés dans le BDSM, mais qui sont des petits fétichistes qui font qu'il y a des personnes qui aiment les odeurs, qui aiment les fluides, qui, parce qu'elles acceptent la personne dans son intégralité, elles acceptent tout, c'est-à-dire tous ces fluides et tout ce qu'elle peut produire et générer. On va jusque-là. Moi, c'est quelque chose qui montre qu'un amour ou une sexualité un peu absolue, quand elle se fait dans le consentement, dans la communication, eh ben, peut se permettre ça parce que ce sont deux personnes qui se sont mises d'accord et qui vont tester et qui vont voir si ça leur plaît et que est-ce que c'est une dimension, une facette différente de la sexualité à découvrir. Et moi, je trouve que le cinéma permet ça, c'est de montrer des choses auxquelles on n'est pas habitué ou qu'on n'aurait même pas imaginé en fait. Il y a un truc que je trouve intéressant dans le film. Donc, comme tu l'as dit, il y a des choses qui sont très explicites et qui peuvent paraître trash pour certains selon leur sexualité. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on a l'impression que la caméra de Jang ne juge absolument pas les pratiques de ce qui se passe dans les chambres. La sexualité, effectivement, elle est représentée comme ça, avec tout ce qui peut paraître parfois d'étrange et qui peut même surprendre les personnages. T'as presque l'impression qu'eux-mêmes sont surpris par certains fantasmes, par certaines idées qui leur viennent pendant un acte sexuel. Ils se laissent parfois déborder, on va le voir avec le personnage masculin qui est quand même vampirisé aussi par cette relation, ça va vraiment prendre énormément de place pour lui. Là où le personnage féminin, ça va presque avoir une vertu émancipatrice en fait, effectivement, comme tu l'as dit, elle va se révéler dominante. Dominatrice, ce serait peut-être un mot justement qui classifierait le truc dans un décorum, dans des pratiques un petit peu stéréotypées, on va dire, mais elle va effectivement se révéler à elle-même en même temps qu'elle avance dans l'âge aussi, parce que ça se passe sur plusieurs années. Elle est au début encore lycéenne, elle va être ensuite à l'université, et dans la dernière séquence, je sais plus quel âge elle a, mais ça y est, c'est une jeune femme affirmée, c'est une jeune femme installée dans la vie, et on voit qu'effectivement elle a gagné en confiance, elle a gagné en maîtrise de sa vie, et ça s'exprime aussi par la sexualité. Tout ça, ça se passe dans le cadre d'un acte sexuel dans une chambre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il montre aussi tout ce qu'il y a en dehors de ces relations. C'est pas une suite de rendez-vous dans différentes chambres. Il montre aussi comment évolue le monde en dehors de cette chambre. Et là, pour le coup, il y a quelque chose quand même de vachement plus dysfonctionnel autour de la famille de la jeune fille. Il y a un incendie. Tout ça est très étrange parce qu'il y a un décalage affectif des personnages par rapport au monde qui les entoure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que presque tout ça n'a aucune importance à partir du moment où ils sont ensemble. C'est d'abord leur pratique sexuelle qui passe avant tout. T'as l'impression qu'il peut se passer les pires trucs en dehors du monde dans leur vie et que ça n'a aucune importance. Il y a vraiment un changement de ton, d'ambiance entre la chambre et tout ce qui se passe en dehors. Tout ce qui se passe en dehors qui peut susciter parfois des gags, parfois de l'humour, parfois quelque chose de décalé, en tout cas d'un peu absurde sur le cours de la vie, tout simplement, le fait de devoir travailler, le fait de devoir aller à l'université, un grand frère qui veut imposer une autorité sur toi, etc., etc. Donc c'est soit absurde, c'est soit risible, soit inquiétant d'une certaine façon. Alors je dis pas que ce qui se passe dans leur relation c'est parfaitement confortable et c'est parfaitement rassurant. Je dirais pas que ça joue comme ça, tu vois, sur un rythme binaire. Ah, les tensions du monde extérieur, hop, on se réfugie dans notre petit monde réconfortant qui est la sexualité. Il y a aussi quelque chose d'un petit peu trouble dans leur sexualité et il peut y avoir une certaine tension, peut y avoir un certain suspense d'une certaine façon quand tu regardes leur relation, de dire mais jusqu'où ça va aller? Est-ce que c'est vraiment totalement sain? Est-ce que c'est vraiment totalement équitable? Mais en tout cas, il y a vraiment un décalage, il y a un jeu de va-et-vient de on doit quitter la chambre, on doit revenir dans ce monde et ce monde qui paraît dysfonctionnel alors que notre relation, c'est pas qu'elle est totalement saine et fonctionnelle encore une fois, mais au moins les règles sont posées et comme on n'est que deux à les gérer, on arrive à gérer ce petit monde, ce petit cocon. Non mais complètement. Toute la mise en scène repose là-dessus, c'est de montrer qu'il y a une protection aussi de soi dans ces chambres, même si c'est galère de trouver les chambres, parce qu'au début elle est mineure, faut prouver qu'elle est majeure, donc elle ment, etc. Et c'est surtout de montrer que peut-être retrouver de la paix, retrouver de l'apaisement, même si ça passe par ces fulgurances d'orgasme, etc. Parce que c'est le sous-titre français aussi qui a tourné, mais c'est Fantasme qui a été gardé. C'est de montrer tout simplement que ce cocon, c'est une protection de toute façon où le regard de l'autre ne percera pas. Parce que en Corée, malheureusement, le regard d'autrui est extrêmement important. Donc à l'extérieur, il faut donner en fait tous les signaux de respectabilité, tout simplement. Donc cet homme de 40 ans, c'est un sculpteur, il a du mal à vivre de sa vie, il s'éloigne de plus en plus de son épouse, avec qui il a aussi ses pratiques. Les situations de l'extérieur, c'est le regard de l'autre, comment ça pèse, plus que véritablement la dichotomie que tu expliquais. Et c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi? Par exemple, on voit qu'ils sont à la sortie d'un hôtel, puis ils font une rencontre
inopiné et on voit tout de suite que c'est le regard des autres qui est inconfortable alors que ce qu'ils ont fait ne regarde qu'eux. Mais dès lors où ils sont projetés en dehors, qui sont à l'extérieur de cette chambre, il y a cette situation d'inconfort. Ça aussi, ça saisit bien ce qu'est la société coréenne, hein, tout simplement. Le regard, pareil, de Uli, quand chaque fois Y raconte ce qu'elle fait avec Ji, c'est cette envie, cette jalousie, se dire mais c'est moi qui aurais dû vivre cette relation et pourquoi j'en suis exclue. Cette passion qui consume parce qu'effectivement Ji devient extrêmement obsédé et a envie d'aller crescendo dans la recherche de sensations et c'est un phénomène qu'on trouve beaucoup dans le milieu du BDSM. C'est que dès lors où on a atteint certaines limites et qu'on est en confiance avec quelqu'un, on a envie toujours de les dépasser, les surpasser et que c'est de se demander est-ce qu'on met sa vie physique, psychique, émotionnelle aussi en danger. Et lui arrive malheureusement à ce déséquilibre parce qu'il se dit j'ai peut-être trouvé ma dulcinée idéale d'une jeune femme complètement ouverte à mes fantasmes, mais on est dans une relation qui devient toxique et de dépendance et que ce qui est beau dans la trajectoire d'Y, c'est de montrer que on peut vivre follement sa passion, mais il ne faut pas qu'elle soit toxique. À partir du moment où on sent qu'on perd les pédales, ou que l'autre est en total déséquilibre, ou n'arrive plus à suivre des envies communes, eh bien, il faut s'en séparer. Et ce film montre ça aussi, c'est de montrer qu'un plaisir extrême ne doit pas forcément impliquer de la destruction de son individualité, de son psychisme. Parce que t'as l'impression que revient en backlash, alors là, c'est l'occasion de le dire en parlant de sadomasochisme, le retour du fouet, le retour de bâton, la honte, l'humiliation, ces questions-là qu'il n'y a pas au début. Est-ce que c'est humiliant? Est-ce que c'est honteux de se flageller, de flageller l'autre, d'avoir des pratiques comme ça où on s'implique des châtiments, des choses comme ça? Et là, à la fin du film, t'as vraiment l'impression que le personnage s'est un peu humilié parce que il peut pas décorréler une fois de plus ses relations du reste du monde et du reste de sa vie. Donc, il commence à y avoir des questions chez lui. On sent qu'il commence à se dire, est-ce que je fais pas ça aussi pour me dégrader parce que je suis pas content de moi dans le reste de ma vie sur les autres plans en dehors de la sexualité, ma carrière professionnelle, ma carrière d'artiste, mes autres relations dans la vie, que ce soit des relations affectives ou autres, et est-ce que j'essaie pas de me détruire d'une certaine façon en embrassant totalement une part de moi pour détruire les autres parts? Et ça, finalement, ça vient un retardement dans leur histoire, à la fin de l'histoire, et c'est là que tu commences à te dire, effectivement, cette histoire, elle prend fin par des questions d'éloignement géographique des personnages et tout, mais tu te dis, elle touche peut-être à sa fin, ils ont vécu des moments forts, effectivement, elle a grandi avec cette relation, lui, peut-être qu'il a brûlé la chandelle par les deux bouts, et là, il se retrouve dépourvu d'une certaine façon, il se retrouve un peu nu, seul avec ses doutes, avec ses émotions qui le tiraillent. Pour ce film ou les 3 films dont on parle aujourd'hui, c'est de montrer que la sexualité permet d'exister au monde dans le regard de quelqu'un, que c'est primordial, que c'est pourquoi ça devient toxique, parce qu'on devient dépendant de ce regard. Et qu'on se dit qu'on existe, qu'on éprouve des choses, qu'on ressent des choses, et que c'est là où c'est très très important de communiquer, de dire où on en est, psychiquement et émotionnellement. On passe au deuxième film et cette fois-ci donc on part vers le Japon avec Tokyo Décadence, un film sorti en 1992 réalisé par Ryu Murakami qu'on connaît en France comme auteur, comme romancier. Je pense que son roman le plus célèbre, ça doit être Les bébés de la consigne automatique, je dirais. Voilà. Donc là c'est l'adaptation d'un de ses livres. Il adapte lui-même non pas un roman mais un recueil de nouvelles pour être plus précis. Est-ce que tu peux nous faire un pitch justement de Tokyo Décadence? Alors, pareil, c'est un récit d'apprentissage, d'initiation, sauf que notre protagoniste, Hai, est déjà prostituée. Donc, elle s'est déjà exercée dans cette profession. En revanche, elle va s'initier un peu plus au SM et au BDSM. Et donc, c'est le parcours de cette jeune femme, mais qui derrière cache en fait un drame amoureux parce qu'elle a été délaissée par une célébrité avec qui elle avait une relation adultère, se trouve en manque
affectif, et de cette absence, elle va essayer de tester des choses dans son activité professionnelle. Et c'est une trajectoire qui, pareil, est alternée de séquences un petit peu humoristiques, qui a un petit pendant comique rafraîchissant, avec des moments un peu plus poignants et dramatiques. Mais c'est pas un film, on va dire, érotique ou porno, c'est un drame. Beaucoup de gens perdent de vue que, à la base, c'est ce drame dont il est question, cette recherche de l'être aimé. Donc pareil, c'est aussi une sorte de petit road movie. On suit en fait la quête de cette jeune femme pour retrouver son amoureux qui l'a conduite. Et pareil, moi, c'est un film que je trouve extrêmement intéressant parce que on n'attendait pas en fait Murakami sur cette adaptation cinématographique de son propre roman, dont le titre originel est Topaz, Ouais. puisqu'il est question d'une bague où on lui dit en présage que si elle fait telle chose ou telle chose, elle va atteindre son objectif. Et donc cette histoire de bague avec la topaz rose est essentielle. Et il a été transformé en Tokyo Décadence à l'international et en France, qui est aussi approprié puisqu'on voit des scènes un petit peu décadentes et un peu la déchéance de cette femme. Ouais. Tokyo Décadence, ça parle davantage des clients, je dirais, du contexte dans lequel elle officie et qu'on voit effectivement cette société, parce que Murakami, c'est quand même un auteur social, c'est quand même quelqu'un qui dépeint aussi la société contemporaine. Il y a quelque chose d'ultra contemporain chez Murakami sur justement les grandes villes, Tokyo, les décadences, les dérives que peuvent entraîner la vie des citadins dans des grandes métropoles comme Tokyo. Voilà. Complètement. Alors, j'ai voulu qu'on choisisse cet ordre chronologique parce que je trouve que, tu vois, la fin de Fantasme, il y a déjà quand même une certaine mise en scène dans les pratiques des deux personnages de Fantasme. À la fin, tu vois, on arrive à l'apothéose de la mise en scène de leur relation quand la jeune femme revêt son uniforme d'écolière. Il y a quelque chose qui paraît beaucoup plus chorégraphié, scénographié dans leur relation, même si c'est dans une toute petite chambre d'hôtel près d'un aéroport à Paris. D'ailleurs, je crois que ça se termine à Paris, si je dis pas de bêtises, Fantasme. Et donc là, on continue, on progresse vers quelque chose où le décorum d'une sexualité, dont le masochisme, avec d'autres pratiques, puisque elle est un petit peu tout terrain, on va dire, cette prostituée. Hein. C'est selon la demande, hein, dans l'agence dans laquelle elle travaille. T'as une standardiste qui dispatche les prostituées dans différentes missions avec différentes pratiques, différents fétiches et donc différentes mises en scène. Donc on progresse comme ça vers quelque chose de beaucoup plus mis en scène, même si d'une certaine façon le film n'est pas beaucoup plus explicite sexuellement que les fantasmes. Ouais. Il est beaucoup plus dérangeant parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus froid dans le regard que porte Murakami sur tout ça. Tout simplement, et ça c'est très intéressant, si on part des représentations des hôtels, il y a quelque chose de galvanisant dans le fait qu'on fasse des sauts de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel dans Fantasme. Le côté galvanisant de ce couple qui agit presque comme un couple en fuite, tu vois, c'est presque des Bonnie and Clyde dans Fantasme. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu exaltant dans tout ça, le jeu de l'interdit autour de ce couple, qui apporte quand même quelque chose à la représentation de ces chambres d'hôtel, aussi miteuses peuvent-elles être. Là, dans les chambres d'hôtel, alors là pour le coup beaucoup plus classieuses, parce qu'on a des clients assez riches, on a des clients qui font partie des yakuza, de la mafia, qui font partie tout simplement de l'élite financière du pays. Bah là, l'atmosphère très feutrée, très ouatée de ces chambres, je trouve est beaucoup plus glaçante, tu vois, la pénombre autour de ça. La musique s'arrête, tu vois, il y a une musique très mélancolique qui accompagne le film. Là, dans ces cas-là, plus de musique, plus rien. Et je trouve que là, pour le coup, c'est beaucoup plus perturbant et c'est beaucoup moins sexy d'une certaine façon que les fantasmes. Mais parce qu'on sent aussi qu'on a un personnage principal qui est tout simplement pas à sa place dans ce décor-là, comme tu l'as cité en fait. Le problème, c'est que c'est un personnage qui essaie de refouler son romantisme, qui va rejaillir à la fin du film de manière, hélas, pathétique, hein, presque. Hein. Je pense qu'on peut utiliser l'adjectif pathétique d'une certaine façon pour la fin du film. Et donc, on sent tout de suite ce décalage et on sent tout de suite une atmosphère qui est très pesante, qui écrase complètement le personnage. C'est pas du tout un prolongement de son état d'esprit, le décor. Ce qui est très différent de ce que vivent les personnages dans Fantasme, où le décor autour d'eux, d'un coup, leur appartient, ils sont sous contrôle de tout ça, et c'est un prolongement de leur espace mental. Là, c'est complètement l'inverse, quoi. Et ce qui est un trait commun aux trois films dont on parle ce soir, en fait, c'est la solitude. C'est à quel point, en fait, les gens sont isolés, et que là, c'est vraiment extrêmement renforcé dans Tokyo Décadence, c'est de voir comment ces personnes qui ont du pouvoir d'achat, qui sont riches, qui vont dans ces chambres d'hôtel luxueuses, en fait, sont quand même très, très, très isolés, vivent des drames, voire des tragédies. On est
face à des séquences qui peuvent être très dures, notamment un couple qui est pris en otage par des yakuza. Et c'est un portrait en creux de la violence sociale dans ces villes. D'un hôtel à un autre, eh bien, il se passe des choses qui sont systémiques. Beaucoup de séquences parlées dans Tokyo Décadent sont liées à ça. C'est lié à l'argent, lié au capitalisme, lié à de comment ça dévoie en fait l'être humain et qu'il est en perte de sens, tout simplement. Ils ne sont que des petits pions dans la société et ça peut paraître très étonnant, mais il y a ces conversations tout simplement dans ce film, que ce soit avec ce couple dans la chambre qui après va être pourchassé par des yakuza ou la domina Saki. Ils ont des conversations, des réflexions sur dans quel monde on vit, dans quelle société, de comment est devenu le Japon, qui moi je trouve extrêmement significatif de ce que Murakami a voulu mettre dans son regard d'écrivain. Et bien là il le transpose et c'est vrai qu'il y a pour le coup beaucoup de séquences filmées de la ville, alors soit de l'extérieur avec ses déambulations via le taxi, donc c'est depuis le regard de Hai, sinon des personnages qui regardent à travers la vitre et on voit en fait la ville au loin avec ses grands gratte-ciel, la nuit qui peut paraître un peu inquiétant, qui isole encore plus les personnes chacun chez soi. Donc il y a beaucoup de ces séquences-là, ce qui ont fait vraiment la marque un petit peu sombre du film et qui contrebalance dès lors, qui est la deuxième partie du film, où là on est un peu plus dans l'extérieur, quand Hai va rechercher son amoureux. Là on est complètement à l'extérieur, mais pareil, elle est toute seule dans des rues, elle court dans tous les sens, elle est complètement paumée et lorsqu'elle fait des rencontres, bon c'est pas des rencontres très très heureuses hein, en plus, mais on sent qu'elle est toujours isolée, qu'elle est vraiment dans une très très grande solitude, que personne ne la comprend, que personne ne voit la profondeur de sa détresse hein, de toute façon. Et moi ce qui fait que j'aime beaucoup ce film, c'est que ça parle du Japon de ce moment-là, où en fait on est dans des totales désillusions, que chacun essaie de trouver des plans pour exister, et à un moment donné, la domina Saki, alors pareil, il y a des images très dures, donc trigger warning, des scènes de drogue, et que du coup, il y a des moments où on voit que les personnes sont dans, on va dire, un tel désœuvrement qu'ils ne trouvent que cet échappatoire. Et moi, ce qui me fend plus cœur, c'est de se dire que cette femme que je trouve éminemment fabuleuse et belle, qui est cette domina Saki, c'est de la voir qui se drogue et ses plans d'une extrême beauté où on voit le reflet de la lumière sur son visage et le plongement de son bras et cette coulée de sang de la seringue. Moi, je trouve ça extrêmement saisissant et je pense que c'est même le plus violent. C'est pas les scènes BDSM du film au final, ce sont de comment les gens sont poussés à ne trouver que la violence par la pègre, la violence par la drogue et s'échapper d'un monde, puisque en fait, ça parle beaucoup de fuite. Là, je suis en train de me rendre compte. Un amant qui fuit son amoureuse, le couple qui essaie de trouver un plan pour partir et se dire faut qu'on échappe à la pègre, au yakuza, et puis Saki qui s'échappe de la réalité par la drogue. C'est extrêmement horrible. C'est de se dire on vit dans une société qui autorise ça, qui conduit les gens à cet échappatoire, et c'est pour ça que moi je le redis, ce film est d'abord un drame plus qu'un film érotique, même si les scènes peuvent être un peu spectaculaires dès qu'il y a des scènes de sexe ou des scènes de jeu BDSM, mais on montre vraiment ce qui fait l'essence de Murakami. C'est le regard qu'il porte sur le Japon, qui est éminemment noir, désespéré et qui n'a pas vraiment de bonne perspective. Je trouve que c'est justement les séquences de sexe, dès lors où c'est du jeu, il y a une séquence où on introduit le personnage de Saki avec un homme soumis qui s'appelle Tête de Tortue, ça fait une respiration, là au contraire. Oui, tu peux même rire. Hein. Oui, voilà, vraiment les moments où on peut enfin souffler et de se dire... c'est pas si grave. En fait, ce qui se passe dans cette scène, tu dis, voilà, les jeux érotiques, c'est pas grave, c'est sans conséquence. Alors que ce qui les attend une fois qu'on a quitté la chambre d'hôtel peut être terrible, effectivement. Voilà, exactement. Et Saki le dit très bien, elle a dit, moi je suis devenue domina parce que tous ces hommes-là à l'extérieur, ils essaient de dominer le monde. Hein. On est dans un monde cruel, capitaliste, voire néolibéral, et que c'est le seul moment où ils peuvent un peu se lâcher, être un peu eux-mêmes, c'est-à-dire ne pas jouer à l'extérieur le rôle du dominant pour trouver sa place dans la société. Mais là, c'est donner corps à ses fantasmes, ses envies, et qu'une femme, et moi j'aime ce rôle de domina, de me
dire, j'ai conscience que je suis payée pour ça, que je gagne bien ma vie. C'est juste que c'est extrêmement cruel de se dire, elle dépense tout cet argent dans la drogue et que elle-même trouve qu'il n'y a pas d'autre issue pour elle que la drogue. Donc moi, c'est toujours un petit crève-cœur cette facette du film, mais Ouais, je suis j'aime d'accord. voilà Tokyo Décadence parce que comme c'est un récit d'initiation via le BDSM pour Ai, c'est de montrer comment elle essaie aussi elle de maîtriser sa sexualité, la sexualité des autres. Donc on voit qu'il y a un inconfort, donc c'est aussi ça la petite facette humoristique des séquences dans ce film, c'est qu'elle aimerait bien faire comme ses dominants aimeraient qu'elle fasse, et ça donne des plans absolument fabuleux, hein. C'est même ce qui a été repris pour l'affiche, hein. On voit Ai qui est contre la vitre de cette chambre d'hôtel, et puis toute cette ville au loin où on se dit, le mec qui cherche, c'est à l'humilier au regard de tous les autres à l'extérieur. Donc on ne sait pas si des gens verront cette fille plaquée contre la vitre de cet hôtel, puisqu'on regarde de l'intérieur de la chambre. Mais nous, en tant que regardeurs publics, voyeurs, c'est quand même quelque chose d'extrêmement excitant, et juste de la voir de dos, essayer de bouger comme il la dirige, la commande, c'est quand même très très excitant. Moi, je trouve que c'est quand même l'une des séquences les plus belles pour toutes les séquences liées au BDSM et qui font un peu toute la magie. Pareil, il y a une affiche dans un de mes cinémas préférés dans le quartier latin, et c'est là où j'ai vu justement Tokyo Décadence en 99. Ils ont gardé l'affiche dans le couloir, et chaque fois que je prends ce couloir, je me dis un jour je vais voler cette affiche. Et c'est le gros plan du visage de Ai qui est masqué avec juste ses lèvres qui ressortent, et puis le fond de la ville plongé dans la nuit. Et ça donne vraiment une sensation de ce qu'est le film. C'est toute seule, elle isolée dans cette nuit noire, dans cette grande ville, qui donne vraiment un avant-goût que je trouve intéressant au film. Et puis en plus, ces séquences, elles peuvent effectivement tourner un peu au ridicule d'une certaine façon, parce que comme elles se prolongent, tu vois, on passe vraiment du temps. Alors la séquence de la vitre, elle est quand même pas en temps réel, parce qu'on voit que la nuit tombe et elle passe Tout toute à la fait. nuit avec ce mec, mais comme on fait durer les séquences, comme on reste sur la durée du truc, au bout d'un moment, ça tourne un peu en ridicule le décor, mais on se dit, oh là là, le mal qui se donne pour essayer de bander, hein, je suis désolé d'être un peu vieux, tu vois, mais pour être vraiment, pour coller à leur fétiche, vraiment, la mise en scène, il y a un moment où tu te mets à la place de l'héroïne. Alors effectivement, tu peux regarder ça avec un regard extérieur, la regarder comme ça à la troisième personne, on va dire, et effectivement trouver que la scène est très belle, que l'actrice est très belle et qu'il y a quelque chose d'assez sensuel, mais tu replonges quand même dans son esprit à elle, et elle-même est complètement perdue. Elle traverse ces séquences avec un air toujours un peu effaré. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il va me demander ensuite? Ah non, là je fais pas bien le mouvement, et tout de suite ça casse un petit peu quand même la magie du truc, parce qu'il y a quelque chose de laborieux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah oui, Il y a c'est quelque chose de complètement toujours laborieux. très laborieux, et tu vois, on fait durer les séquences. C'est pas des petits clips Non. très jolis comme on aura dans le film d'après, tu vois, où tout est bien ordonné, tout est bien à sa place, et tout est dans une énergie du montage. Les énergies, elles peuvent commencer à se diluer, elles peuvent aller par vagues. Ah, ça revient, ah non, ça retombe, comme une érection qui arrive pas à tenir, tu vois, quelque chose dans ce genre-là. Oui. D'une certaine façon, ça désacralise un petit peu le BDSM, et la peur que tu as pour l'héroïne de te dire, mais dans quelle situation elle s'est retrouvée? Ouais. Est-ce qu'elle va se retrouver avec un client violent? Finalement, cette crainte-là, elle n'existe pas vraiment dans les séquences directement de sexe. C'est plus effectivement tout ce qu'il y a autour dans cette ville, tout ce qui fait l'environnement d'une prostituée dans un réseau, ou si elle n'était pas dans un réseau, ce serait peut-être d'ailleurs encore pire si c'était une prostituée au coin d'une rue, ou en tout cas s'il y a violence, elle est, comme le théorise la maîtresse de Mina, elle est l'exacerbation, elle est la reproduction de la violence qu'il y a derrière, elle est le contre-coup de la violence qu'il y a derrière les murs, qu'il y a en dehors de la chambre d'hôtel. En revanche, pareil, attention, pour ceux qui ne connaissent pas le film et le découvrent, la première séquence est quand même très dure, et là, pour le coup, extrêmement violente, parce que elle est avec un Oui, client c'est vrai. qui, pareil, lui fait un petit laïus sur Ai est une jeune fille pure, elle est courageuse, c'est elle l'avenir du Japon, de ne pas devenir bourgeoise, mais quand même, il l'a ligotée, et Oui, c'est vrai. il lui fait quelque chose pour lequel elle n'a pas consenti. Et là, pour le coup, je trouve que la séquence est extrêmement violente, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver au personnage, donc on craint beaucoup pour elle, parce qu'il lui arrive quelque chose d'extrêmement grave, et qu'on ne sait pas comment elle va s'en sortir. Donc après, on découvre que bon, elle est vivante, heureusement, et pas trop traumatisée, mais je trouve que cette introduction, waouh, Ouais, elle décoiffe quand même. ouais, c'est vrai. Elle montre une perversité, une violence de prédation. Et là, on n'est pas du tout dans le consentement, on est encore moins dans la conscience, puisqu'elle perd conscience, et que on se dit, là, elle est en train de subir un viol, pour le coup. Même si elle est dans un travail du
sexe, la prestation qui est en train de se dérouler ne se déroule pas comme elle l'a imaginé. Donc, histoire de rassurer les futurs publics de ce film, passez ce mauvais moment. C'est une autre violence, d'autres violences qui vous seront racontées, mais celle-là, c'est la plus brutale, je trouve. On va suivre plus un drame avec des séquences qui émaillent, qui montrent effectivement dans cette durée que c'est pas juste des petits coups de 5 secondes et que des pratiques BDSM, ça peut être aussi très 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 long. C'est pourquoi je recommande ce film et que je le trouve bizarroïde et pertinent pour ce type de podcast, c'est qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Des séances qui sont liées par rapport à un moment donné, il y a une voyante, pas des moindres, hein, parce que cette petite actrice est en fait l'une des plus grandes artistes de l'art contemporain du Japon. Il y a vraiment une distribution très très étonnante. Donc on voit Yao Kusama qui fait la voyante, qui dit à notre protagoniste Ai, vous devez suivre 3 règles pour accéder au bonheur, et on ne s'attend pas à voir Kusama dans ce type de film parce que c'est une performeuse, c'est quelqu'un qui est extrêmement médiatisé, qui a elle aussi une vie très très particulière. Et pareil, ce film est entouré d'un casting très très étonnant avec chaque fois dans le parcours de Ai, des rencontres avec des stars, des gens qui ont compté dans la culture pop japonaise. Pour des personnes qui ne les connaissent pas, risquent de ne pas voir le décalage dans ce choix de distribution. L'actrice Mio Nikaido était à ses débuts de carrière. Celle qui joue la dominatrice Saki, Sayoko Amano, ça a été le seul film qu'elle a fait. Ça lui a totalement porté préjudice, donc elle a rien tourné d'autre. Mais sinon, les autres personnes du casting sont des personnes très très connues au Japon. Ils ont aimé cette prise de risque et cette audace. C'est aussi ce pourquoi j'aime ce type de film, c'est de montrer quelque chose qui est pas du tout policé et verni, ultra contrôlé par les agents de stars. Ils ont accepté de jouer dans un film pareil et que je trouve ça assez courageux. Parce que c'est vraiment un film qui est dérangeant et pas seulement, comme je le disais, sur la sexualité, c'est que la sexualité vraiment prend place dans un Tokyo qui est vraiment totalement vicié, quoi. Tokyo vicié, Tokyo Vice, ça pourrait être l'autre titre de ce film. Et puis, le pire de ce qui arrive, effectivement, t'as eu raison de rappeler qu'il y a quand même des séquences où elle vit des choses très perturbantes et vraiment des agressions physiques, mais le film se termine aussi sur non pas la destruction du personnage seulement dans son intégrité physique, mais vraiment dans son intégrité affective. C'est-à-dire qu'on comprend vraiment que ce fond de romantisme qu'elle a, de vouloir avoir une relation un peu fleur bleue, d'y croire, d'arriver avec des cadeaux, des gâteaux, des choses comme ça, vous retrouver l'amour de sa vie, ce qui pourrait être une happy end parfaite pour un film, ne peut pas avoir sa place dans ce monde-là. Ce monde écrase complètement ce genre de volonté, d'initiative, ce genre de sensibilité. Et t'as un personnage à la fin dont on comprend que c'est une femme qui a perdu la tête, quoi, qui est la vieille folle du quartier dans lequel elle se rend, et tu sens qu'elle se projette et qu'elle se dit, mais dans peut-être ne serait-ce que 15-20 ans, ce sera peut-être moi la vieille folle, et Tokyo est peut-être rempli de femmes qui sont devenues folles, dont la société a fait des folles, ou que la société considère peut-être à tort comme des folles. Et c'est aussi l'histoire d'une société qui détruit complètement la sensibilité de chacun, qui leur demande de débrancher ça chez eux pour se conformer à la dureté du capitalisme. C'est avant tout un film sur le capitalisme, en fait, ce film. C'est vraiment sur l'aliénation du capitalisme. que connaissait le Japon à ce moment-là, et qui est d'une certaine façon un peu une impasse au point de vue de l'humain, quoi, de la matière humaine. Et ce qui est triste aussi dans la séquence avec la domina, c'est qu'elle arrive à relativement tard dans le film, et à ce moment-là, tu peux croire que ça va pas totalement sauvegarder, préserver la sensibilité de l'héroïne, mais en tout cas qu'elle pourra avoir une relation sincère, une relation touchante avec une alter ego, avec quelqu'un qui sera à la fois son mentor, une grande sœur et une amie. Il y a une question de sororité, en fait. Il y a l'espoir d'une espèce de sororité à ce moment-là. Et puis, comme tu le dis, en fait, non, elle peut pas représenter un avenir. Vers quel avenir elle se dirige en se droguant et en toute façon en restant dans les codes que lui a imposé cette espèce d'ultralibéralisme complètement fou, complètement carnassier. Même si elle croit qu'elle a la maîtrise de tout ça, on se rend compte que non, elle est une victime comme une autre finalement. Complètement. Juste que malgré que ça vous semble extrêmement sombre, tout ce qu'on vient de dire, c'est quand même un film à voir avec des très très belles séquences. Murakami n'est pas qu'un romancier, je trouve qu'il a su très bien mettre en scène visuellement son propre roman, donc je trouve une très belle découverte. Yeah, I like the concept. You and I. My old man not care. He not see me. My papa can. Chase us. 追ってくるわ。No time よ。With the gun? Full gun?
Celui-là, Et on termine en restant au Japon avec IQ ou IKU de Shu Li-cheng, sorti en 2000. Donc on a finalement traversé une période assez courte, hein, de 92 à 2000. Tu as choisi des films qui restent quand même un peu dans la même période et dans un contexte civilisationnel, je dirais, et urbain assez proche, assez resserré. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de IQ? Alors là, on parlait de néolibéralisation et de capitalisme avec Tokyo Décadence. Là, on va à une strate beaucoup plus loin. On est dans le futur, mais un futur présent au final, qui est l'ultra-capitalisme. C'est de comment, en fait, toutes nos données biométriques sont utilisées. Et donc là, il s'agit d'une grande société qui va collecter toutes nos données et surtout nos données liées au plaisir généré par le sexe et que on va pouvoir utiliser en fait l'humanité grâce en fait à des robots sexuels. Donc là, en l'occurrence, la protagoniste de l'histoire c'est Reiko et elle a plusieurs avatars. Donc de mémoire, elle en a 7 et elle joue en fait des archétypes sexuels et elle va essayer de collecter tout ce qu'elle peut à chacun de ses coïts, toutes ses relations sexuelles pour alimenter cette grande entreprise Gen X de ces data. Donc, c'est l'histoire, on va dire, complètement barrée sexuelle d'un Blade Runner, parce que je trouve que la fin fait aussi un peu penser à Blade Runner. Et puis que les personnages qui zonent dans la nuit pour collecter toutes ces datas sexuelles s'appellent aussi des IQ ou IQ runners. Donc, c'est une espèce de collecte noctambule de tous les plaisirs. Et c'est assez rigolo de partir sur ce scénario qui tire vraiment sur un timbre poste et de se dire bah, ça va être des séquences entremêlées de ces collectes, soit en duo, soit complètement orgiaques, mais de se dire qu'il y a quand même un propos politique derrière qui est qu'est-ce qu'on fait de nos datas, de nos données. Tu le disais, j'ai 3 films qui sont resserrés entre la fin des années 90 et début 2000 parce que je trouve que ce sont des films qu'on ne ferait plus maintenant. Ouais. On a osé les faire à cette époque-là dans des conditions de tournage très très particulières. Hein. Il n'y avait pas de coordinateur d'intimité à l'époque. C'était complètement barré et pas du tout normé. Et que là, on est dans un film où on est mais complètement dans une totale liberté. Après, Shule Chang, c'est quelqu'un d'extrêmement respectueux. Moi, je regarde beaucoup des making-of et des interviews. Les tournages se passent bien. C'est une habituée du porno. Elle sait comment diriger avec des gens qui se sentent à l'aise. Pour vous dire que le curseur là va beaucoup plus loin dans un propos qui est aussi jusqu'au boutiste, c'est de se dire que c'est peut-être les dernières infos dont on a besoin de nous, c'est de savoir comment on se comporte dans l'intimité pour nous connaître. C'est pas juste est-ce que j'aime telle marque de yaourt, est-ce que j'aime tel pullover bleu. C'est intimement qu'est-ce qu'on est, ça veut dire qu'est-ce qu'on ressent de la façon la plus sincère, c'est-à-dire quand on a un orgasme, donc c'est le sous-titre français de IQ, et de cette façon la plus authentique de soi, quand on éprouve du plaisir, eh bien ça va être collecté par une société qui va marchandiser en fait cette data. Et elle était un petit peu visionnaire là-dessus. Et c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup, qui vit entre Paris et Berlin, que je croise régulièrement. Là, elle était dernièrement un focus Women Make Waves sur les femmes réalisatrices taïwanaises au Forum des images. Et c'est une avant-gardiste. Hein. Elle a toujours été quelqu'un un petit peu marginal et audacieuse et qui, grâce à des festivals comme l'Étrange Festival, permet de voir ses œuvres qui sont extrêmement radicales, transgressives. Le sexe est omniprésent et c'est quelqu'un qui va essayer d'apporter son propos avec une vision érotique, voire porno, très très frontale, avec souvent des séquences non simulées. Et du coup, là, comme c'était un tournage avec des Japonais et au Japon, il y a eu quand même, et ça va peut-être vous amuser, mais des petites séquences qu'on est obligé de cacher. Des moments, c'est pas caché. Et des fois, il y a des petites pastilles qui cachent. On se dit, ah bah tiens, maintenant, il y a des pastilles, puis il n'y en avait pas avant. Mais voilà, on retrouve un petit peu les codes de l'industrie japonaise. Ouais. D'un coup, pour tous ces autres films, c'est de l'érotisme, c'est du porno assumé, c'est souvent des vrais coïts. Et ça veut vraiment parler de ce qu'on est nous-mêmes vraiment, soit face à quelqu'un avec qui on va partager ses pulsions, ses fantasmes, ses fluides, ses envies, et qu'est-ce que ça révèle de nous. Donc c'est vraiment un film là-dessus. Donc il faut préciser qu'effectivement on a des séquences très brèves, on a quelques images qui sont clairement pornographiques dans le film, une fellation, on entrevoit quelques actes clairement pornographiques, mais paradoxalement c'est le film qui est peut-être le plus explicite de ce côté-là et qui a été fait de la manière la plus explicite effectivement, mais
c'est, je trouve, le plus agréable à regarder d'un autre côté, c'est-à-dire que contrairement aux 2 autres films où il y a vraiment parfois quelque chose de plus dur, de plus éprouvant, notamment à cause du côté social, du contexte social et aussi de l'âpreté de la réalisation dans les 2 précédents films dont on a parlé, Fantasme et Tokyo Décadence. Là, c'est enrobé par tout ce traitement cyberpunk, mais cyberpunk vu par l'imagerie qu'on avait fin 90, début 2000, mélange entre du clip, entre Oui. des menus de DVD, Ouais, tu sais, ça ouais, rappelle ouais, beaucoup ouais. des images aux couleurs très saturées, très granuleuses, très pixelisées, qu'on avait dans des menus DVD à l'époque ou de, Oui, je sais pas, de démos de jeux vidéo que tu oui, avais oui. gratuitement dans un magazine ou autre. Bon, c'est Donc, vrai que là, le film, il a pris cher dans son esthétique, hein. ouais, mais comme ça revient vachement à la mode maintenant, tu vois, après Ouais. les années 80, les années 90, Mmh. maintenant on avance vers une nostalgie justement de Mmh. ce type d'esthétique, hein. Donc il y a ce charme de toute cette esthétique-là, et c'est vraiment un film qui regorge Mmh. d'inventivité visuelle. Alors là aussi, on vous met en garde, c'est pas un récit très linéaire. Moi je trouve que le problème c'est peut-être ça aussi, c'est que Mmh. comme on s'attache pas clairement à un personnage humain, il y a un Mmh. côté parfois un peu déshumanisé d'une certaine façon. C'est Mmh. très humain dans le sens où, même si ça parle d'une histoire de robots, d'intelligence artificielle, Mmh. et bien sûr de la chair humaine, il y a des corps humains à l'écran, il y a de l'organique à l'écran, mais il y a Mmh. aussi quelque chose dans cette forme qui fait que ça peut un peu te laisser sur le côté de la route parce que tu t'attaches pas clairement à un point de vue, les Mmh. personnages sont un peu juste des formes, des êtres, ce sont des Tout à motifs fait. visuels parmi les autres, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ce sont pas vraiment des protagonistes, des personnages, c'est des corps, quoi. Donc Oui. ça peut peut-être un peu dérouter, c'est une forme un peu postmoderne, hein, on peut le dire d'une certaine façon, parce qu'on a une réalisatrice qui est multimédia, transmédia, Exactement. elle travaille aussi, pas seulement Oui. visuellement les films. En les Mmh. travaillant visuellement, bah Mmh. forcément, elle agit aussi sur la structure Mmh. narrative des films et elle Ouais. invente d'autres formes. Donc là, on a un peu l'impression d'une succession de clips, d'une succession de Complètement. scènes. Après, c'est propre au porno. Dans le Ouais. porno, je veux dire mainstream classique, on n'est pas très regardant parfois sur les scénarios et c'est un prétexte à enchaîner les séquences, on est d'accord. Tout à fait. Et Ah mais complètement. d'une certaine façon, ça épouse un peu la même Mmh. logique, ce film, Mmh. avec bien sûr beaucoup plus d'inventivité, beaucoup plus de créativité, comme tu dis, Mais un message politique derrière pour porter ça. de toute façon, la mécanique du porno, hein, elle est huilée, il faut qu'il y ait une séquence de sexe toutes les 7 minutes. C'est un peu monté comme ça pour que, effectivement, le gars, en majorité, puisque c'est un gars qui est devant l'écran, ait le temps un peu de se recharger et puis de repartir. Il faut broder autour et c'est vrai que c'est l'un des, reproches qui est fait au film qui est un peu brouillon parce qu'effectivement, c'est un récit choral, hein. On voit Voilà. un peu toutes les personnes dont elle collecte les datas et ses propres avatars. Donc, si on suit pas le film, on perd un peu le fil. Mais quelque part, c'est pas grave parce que souvent l'intérêt, c'est pas ça, on vient pour autre chose. Mais il y a de toute façon une volonté dans sa façon de mettre en scène. Elle le dit elle-même, elle aime être une digital drifter, donc de pouvoir naviguer entre la réalité et les espaces virtuels. Ça a vraiment été ce qui l'a motivée dans sa pratique multimédia. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est anticonformiste et qui utilise mais vraiment tous les médiums à disposition. Et ce film IQ est vraiment une synthèse de ce qu'on pouvait faire au début des années 2000 avec toutes les technologies. Donc c'est vrai que l'esthétique fait très datée désormais, mais elle a essayé d'utiliser tout ce qu'elle avait à disposition, que ce soit des petites caméras DV, des incrustations, des rétroprojections, une caméra très psychédélique. Donc vraiment des 3 films, c'est le film le plus expérimental, avec plein de plans composites très hybrides, des effets mais tellement kitsch. Par exemple, on a un fist qui est brouillé avec le poing et l'alignement avec la verge, donc tout d'un coup on se demande pourquoi c'est brouillé. Ou filmer la caméra comme faisait Kim Gi-young dans un cul de bouteille, donc on a un effet un petit peu opaque, transparent. Bon, je vous préviens, il y a beaucoup de pénétration et le point de vue de la caméra est souvent de la personne qui est pénétrée, donc vous voyez souvent une verge vous arriver dessus, donc ne soyez pas trop étonnés parce qu'elle est fréquente. Il y a des plans internes, hein. Il y a Voilà, des des plans représentations de internes. l'intérieur en 3D dans une 3D donc de l'époque Exact. aussi. Donc c'est très jeu vidéo, très hybride, hein, au niveau des régimes des images. Elle utilisait vraiment tout ce qu'elle pouvait pour montrer la sexualité sous toutes ses formes et tous les points de vue, donc externes, internes. Des personnes qui sont pas habituées, ça peut leur faire mal à la tête, surtout si elles le voient sur un très grand écran. Moi, je l'avais vu sur un très grand écran la première fois. Donc c'est pareil, c'est rafraîchissant à ce niveau-là parce qu'on s'y attend pas. Et quelque part, ça montre quelque chose de très festif. Donc pareil, dans les représentations
représentation Ouais. du sexe, j'aime recommander ce film parce que quand bien même le point de vue politique, le propos est sombre, ça raconte pas quelque chose de très positif, mais les scènes d'orgie, les scènes de sexe sont plutôt joyeuses et j'ai envie un peu de ça aussi, hein. Je sais qu'il y en a qui adorent par exemple le genre Rape and Revenge. Moi, j'en vois beaucoup pour mon propre festival et j'en suis un petit peu lasse. J'ai pas tout le temps envie de voir des viols, etc. et des féminicides. Là, j'ai envie qu'on voit et qu'on montre et qu'on continue à faire des films de sexe où le sexe est représenté de façon consentie, consciente et un peu joyeuse ou complètement barrée, comme Short Bus. C'est un de mes films pareil que je recommande beaucoup parce qu'on montre un sexe hédoniste qui fait du bien. Et ben dans IQ, c'est aussi un peu le cas, même si la trajectoire de Reiko est un peu erratique, pas très très optimiste. Et en revanche, pareil, moi là où j'aime montrer ce film, c'est que ce film ne peut être tourné là-bas dans des conditions, on va dire, confortables pour les performeurs et les acteurs et les actrices, mais il y a un tabou que peu de personnes ne remarquent beaucoup, mais il y a du sexe interracial. Alors, entre guillemets interracial, parce que pour moi, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine, peu importe votre carnation de peau, mais le fil rouge de l'intrigue de IQ, c'est quand même Reiko, qui est en fait abordé par Dizzy, qui est un IQ runner. Dizzy, il est afro-américain. D'ailleurs, c'est un tournage international où tout le monde parle anglais en majorité. Donc pareil, ça peut être un peu étrange pour des personnes qui voient que ça se tourne au Japon, mais quasi tout le monde parle en anglais et c'est vrai que bon, ce sont pas des grands acteurs, hein, c'est des fois un peu bizarre la façon dont ils parlent. Mais moi, ce que je trouve soi-disant le plus choquant pour un public international à qui l'on adresse, puisque c'est parlé en anglais, c'est de se dire oh, il y a une relation entre un Afro-Américain et une Japonaise, et ça c'est extrêmement tabou pour les Anglo-Saxons et surtout les Américains. Il faut comprendre ça, c'est que souvent dans les recherches, dans les portails de porno, l'une des requêtes les plus adressées, parce que ça paraît soi-disant exotique et très tabou, bah c'est sexe interracial. C'est de se dire, bah voilà, des blancs ne couchent pas qu'avec des blancs. Etc. Ça se mélange et ça gratte un petit peu pour des personnes qui sont un peu xénophobes, racistes, etc. Et de montrer ça, moi je trouve que c'est pas anodin. C'est de montrer que les protagonistes principaux, bah, c'est quand même un Afro-Américain et une Japonaise. Et même au Japon, c'est pas rien. Oui. Les unions mixtes de ce style, eh ben, c'est mal vu au Japon. Donc je trouve que c'est quand même un petit pavé dans la mare de représenter ça et surtout dans des scènes de sexe. Même si elles sont un peu maladroites, je les trouve pas super bien mises en scène quand ils sont ensemble tous les deux. Mais pour moi, c'est vraiment pas ça le plus dérangeant. Au final, la transgression, elle est là. Donc cette quête un peu à la Blade Runner complètement barrée, et ben, c'est pas de montrer forcément de blanc comme on l'a vu dans Blade Runner, hein. Ça peut être aussi d'autres personnes. Bah oui, parce que ça représente aussi l'humanité dans sa diversité. C'est ça qui est beau dans le film, c'est que, comme tu dis, le sexe est représenté de manière assez festive, assez hédoniste, et c'est ce qui est en danger dans ce film, c'est en récoltant nos données, on va plus être maître de notre sexualité, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres vivants, et donc, bah oui, dans la diversité de la race humaine, il y a des Asiatiques, il y a aussi des Noirs, des Afro-Américains, et donc elle est allée au bout de cette logique-là en prenant, je sais pas s'il est américain, l'acteur, Oui, il mais me semble. voilà, et on a d'autres Européens aussi qui apparaissent à un Ouais. autre moment dans le film. Donc c'est aussi une logique effectivement de représenter l'humanité face à ce péril numérique. Elle est allée au bout d'une logique, elle s'est donné les moyens d'avoir ces représentations-là qui ne sont pas conventionnelles d'habitude et quitte à faire une œuvre effectivement atypique, autant aller chercher dans ce genre de réflexion et pas seulement aller triturer l'image avec de la 3D, avec des effets visuels, mais aussi réinventer complètement tes représentations à l'écran, que ce soit les représentations du cinéma classique, parce que tu as cité Blade Runner. Blade Runner n'est pas un film porno, tu vois, c'est un film hollywoodien, et le porno qui lui-même reste dans des codes, reste dans des classifications particulières et interraciales. Cette catégorie problématique, c'est une catégorie parmi les autres dans le porno. Après, ce qui est intéressant pour clore sur ce film, c'est que là aussi dans ce film est abordé le sujet de la drogue. Il y a une drogue qui est appelée Moyoma dedans, qui est censée être là pour synthétiser la meilleure expérience sexuelle qu'on a eue et qu'elle sert à faire revivre en fait cette Ouais. expérience. Et pareil, ce propos, c'est un fil qui est un peu tiré dans cette troisième œuvre que j'évoque, c'est de voir à quel point on devient en fait dépendant de sensations un peu extrêmes et de notre obsession
obsession à vouloir toujours rechercher ce qui vraiment donne le kick à chaque fois, et que notre société est maintenant que dirigée vers le plaisir, le divertissement, l'excitation permanente, et que on ne sait plus trop vraiment bien gérer les moments, on va dire, de creux, de calme, que maintenant on est rentré vraiment dans une société de la surconsommation, du kick. Les moments de Et recherche aussi, tu vois, le moment de toute la recherche que suivi. tu dois faire pour y arriver. Là maintenant, tout doit être à ta disposition. Exactement. Donc c'est un film qui reste très intéressant, donc vraiment je vous le recommande parce que c'est une artiste passionnante que malheureusement on voit que en festival. J'avais vu Fluido par exemple à l'Étrange. Il y a un court-métrage qu'elle avait présenté en 2017 ou 2019 au Forum des Images. On le sent que c'est une artiste internationale, cosmopolite, qui aime rencontrer les gens, parler des gens. C'est une femme très abordable, super rigolote, qui a envie d'en découdre avec des représentations sexuelles un peu plan-plan. Donc c'est vrai que pareil, c'est un film qui décoiffe, donc c'est bien qu'on termine par celui-là parce que c'est vraiment le plus décoiffant des trois. Donc si vous voulez terminer sur quelque chose d'un petit peu hors norme, c'est vraiment le film idéal. Et vu qu'il y a une édition DVD, vous pouvez le trouver très facilement en seconde main dans des magasins d'occasion. Je pense pas qu'il ait été réédité en France, mais en occasion, oui, vous pouvez mettre la main sur ces trois films. Et chez Carlotta, la version restaurée de Fantasme. Carlotta a sorti 3 films de Jean Son-Woo, donc ça mérite le regard. C'est juste que les 2 autres films n'ont strictement rien à voir. Donc soyez ouverts.